Créer des situations de stress et de surmenage dont souffrent 60% des étudiants et des étudiantes, d'après le dernier rapport de l'Observatoire de la vie étudiante. À cela, ajoutons que la moitié des étudiants et des étudiantes doit cumuler les études et un travail salarié pour survivre. Et cette précarité existe également pour la jeunesse non scolarisée, bien entendu. C'est donc bien contre une généralisation de la précarité que nous devons nous battre, puisqu'elle touche la jeunesse, scolarisée ou non, puisqu'elle nous touche, nous toutes et tous, tout au long de notre vie de travailleurs et de travailleuses, et que cette précarité va s'accroître davantage avec cette nouvelle attaque sur nos retraites. La riposte devra être à la hauteur de l'attaque, et c'est ce que nous allons nous atteler à construire dans l'unité, dès ce soir en commençant par ce meeting, jusqu'au 5 décembre et après, bien entendu. Donc avant de passer la parole aux camarades présents à la tribune, je tiens tout d'abord à saluer la présence du SAF, du syndicat des avocats de France, qui est présent ici ce soir et qui appelle également à la grève du 5 décembre. Ensuite, en accord avec l'intersyndicale, je vais lire une déclaration, une adresse de l'association départementale des élus communistes et républicains des Bouches-du-Rhône. Et là, je m'assois. Donc, l'association départementale des élus communistes et républicains des Bouches-du-Rhône, forte de ses nombreux maires adjoints, conseillers municipaux, conseillers départementaux et députés, tient à exprimer toute sa colère et son indignation face au projet de réforme de notre système de retraite. Depuis 2 ans et demi maintenant, le président de la République et son gouvernement ne cessent de détricoter méthodiquement toutes les conquêtes sociales obtenues depuis l'après-guerre. Que ce soit avec l'attaque du Code du travail, ce que l'on a appelé la loi travail XXL, la diminution des APL, la suppression de l'ISF, l'attaque sans précédent contre la SNCF au printemps 2018, l'asphyxie des finances communales et la destruction des services publics de proximité, une seule et même logique à l'œuvre, prendre à celles et ceux qui ont peu pour engraisser ceux qui ont déjà beaucoup trop. Mais Emmanuel Macron n'est pas seulement le démolisseur de ces 60 années de conquête sociale, il se veut être un bâtisseur. Le bâtisseur d'une société libérale où la solidarité et l'entraide n'auraient plus le droit de citer, une société où l'argent serait roi et où les rois seraient ceux qui le détiennent. Une société où le secteur public garderait à sa charge uniquement ce qui n'est pas rentable et cédant au privé tout ce qui est lucratif, en atteste l'attaque sans précédent contre l'hôpital public, l'école publique ou encore les privatisations des entreprises publiques telles que l'Aéroport de Paris ou la Française des Jeux. C'est dans ce contexte d'attaque tout azimut contre les jeunes, les retraités, les salariés du privé et du public que la réforme Delvoye est présentée. Ce rapport sorti cet été a pour unique but de mettre en pièces le régime solidaire de retraite que nous connaissons actuellement au profit d'un système par points injuste et dangereux. Aujourd'hui, comme l'indiquent clairement les récentes enquêtes d'opinion, une majorité de citoyens a bien compris que cette réforme avait comme objectif de faire travailler davantage jusqu'à 64 ans minimum, avec des pensions non garanties et réduites. Ce sont les plus belles années à la retraite qui sont attaquées, celles en bonne santé. Nous portons, pour notre part, l'idée d'une réforme juste permettant à chacun de pouvoir partir à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, avec une pension à taux plein et une prise en charge des cotisations pour les périodes de non-travail, chômage, formation, maladie, etc. Pour y parvenir, nous devons supprimer les 30 milliards d'euros annuels d'exonération dont bénéficie le patronat depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, et les revenus financiers doivent enfin cotiser au même niveau que les salaires. C'est pour ces raisons que nombreux sont les conseils municipaux qui ont voté un vœu de soutien aux luttes des organisations syndicales de retraités
et que nous avons été dans la rue le 24 septembre aux côtés des salariés. Une nouvelle grande journée d'action est d'ailleurs programmée pour le 5 décembre dans notre département, à l'appel notamment de la CGT, de la FSU, de Solidaire, de l'UNEF et de la FSE. Les élus communistes et partenaires seront présents en nombre le 5 décembre et pour les mobilisations qui suivront, aux côtés des salariés du privé et de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, des jeunes, des retraités pour affirmer leur hostilité à ce projet de réforme rétrograde et pour promouvoir un système juste répondant aux besoins de notre époque. Plus que jamais, soyons unis pour la justice et le progrès social. Donc je vais présenter les intervenants et intervenantes dans l'ordre d'intervention. Donc tout d'abord Josette Biancheri pour l'intersyndicale départementale des retraités, suivi du secrétaire départemental de la FSU Pierre-Marie Galozzi, du co-secrétaire de Solidaire 13 Frédéric Michel, d'une militante gilet jaune Samia Kerry, du trésorier de l'UNEF Aix-Marseille Lies Belladj, de la responsable FSE Aix-Marseille Florian Val, et enfin du secrétaire général de l'UDCGT 13 Olivier Matteux. Donc je passe la parole à Josette Biancheri. Bonsoir tout le monde. Cela fait 5 ans, depuis le printemps 2014 exactement, que nous luttons ensemble au sein d'une intersyndicale dénommée le groupe des Neufs. Dans notre département, y participent les organisations de retraités de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaire, de la CFTC, de la FGRFP, de l'association LSR, et nous avons été mandatés pour intervenir ce soir devant vous. Nous avons commencé par la défense du pouvoir d'achat des retraités, qui baisse d'année après année à cause de la sous-indexation, puis la désindexation de nos pensions de retraite. Nous avons continué en condamnant ensemble l'augmentation de la CSG pour les retraités. Nous étions ensemble en lutte avec les personnels des EHPAD. Nous sommes intervenus ensemble sur le financement de la sécurité sociale. Et nous en sommes même arrivés à faire tous ensemble des contre-propositions dans diverses instances concernant la prise en charge de la dépendance par la sécurité sociale. Depuis, nous nous battons contre la remise en cause de notre système de protection sociale et le projet de retraite à point de Delavoye qui remet en cause notre système de retraite basé sur la solidarité. Les retraités d'aujourd'hui sont directement concernés par la réforme à point. Notre système de protection sociale, mis en place par le Conseil national de la résistance, est né au sortir de la guerre sur la base de la solidarité. Chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Nous tenons à ce principe juste qui a guidé le CNR pour mettre en place un système de retraite solidaire qui réduit les inégalités au travail, qui attribue une pension en prolongement du meilleur salaire. Si les réformes successives ont aggravé sensiblement la situation, nous nous battons pour l'amélioration et contre la destruction de notre système actuel, basé sur les droits que nous avons acquis en tant que travailleuses et travailleurs. Nous nous opposons à ce nouveau principe de retraite par points, la suppression des 42 régimes de base et complémentaires, qui entraîne les retraités actuels et futurs vers une paupérisation certaine et qui accentue à la retraite les inégalités de la vie active. Notre système actuel réduit les inégalités. Il calcule la pension en ne prenant en compte que les meilleures années, le dernier touché pendant 6 mois pour les fonctionnaires, les 25 meilleures années depuis la réforme 93, puisqu'il y avait 10 auparavant, pour le privé. Et comme nous le disons plus haut, il attribue une pension en prolongement du meilleur salaire. Le système à points, lui, réduit et reproduit les inégalités, pas les réduit, les reproduit. La pension dépend de l'ensemble de la carrière. Cela tire la pension vers le bas et pénalise davantage celles et ceux qui ont galéré en début de carrière, en subissant des petits boulots mal payés, des interruptions de carrière, du temps partiel.
Les femmes déjà pénalisées dans le système actuel le seront encore davantage. Cela ressemble plus à une allocation qu'à un prolongement d'un salaire. C'est une honte. La garantie du niveau de pension. Le système actuel permet de connaître le montant de sa pension. Que ce soit dans les régimes du privé comme ceux du public, les règles de liquidation permettent à chaque retraité de connaître longtemps à l'avance le montant de ses droits. Il suffit de connaître deux éléments, le salaire pris en compte et la durée validée de cotisation par rapport à celle exigée. Pour une durée complète, la pension s'élève à environ 75% du salaire brut pour la fonction publique et à 50% du salaire de référence plus les complémentaires pour le régime général. Le système à points ne garantit rien. Il fige le taux des cotisations et ne s'engage absolument pas sur le montant de la pension. Le plafond du budget retraite sera fixé à 14% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes 17 millions de retraités, 440 000 dans les Bouches-du-Rhône, et nous serons 20 millions dans un avenir très proche. La même part de pension pour davantage de personnes en retraite. C'est une plus petite part pour chacun, une baisse des pensions par rapport au niveau de vie des actifs. Et de ce fait, dans cet avenir proche, les salariés en départ de retraite ne connaîtront le montant de leur pension que le jour de leur départ. C'est un scandale. Comment envisager ce qui doit être la nouvelle vie qui les attend? Solidarité et justice. Le système actuel est solidaire. La cotisation est une partie du salaire socialisé. Elle est redistribuée en donnant plus à celles et ceux qui ont moins. Élimination des mauvaises années, chômage, maternité, maladie, éducation des enfants, invalidité, départ précoce en retraite, reversion. Ces droits font partie du système. Ils représentent près d'un tiers de la masse des pensions. Le système à point, lui, redonne en proportion ce que l'on a réussi à cotiser pendant toute la vie active. Il vise à renvoyer à l'individu au détriment du collectif. Certes, certaines, mais pas toutes, des solidarités que nous avons citées précédemment feront l'objet d'attribution de points. Mais selon les possibilités du budget de l'État, toujours en recherche d'économie. Emmanuel Macron et son gouvernement pensent que les retraités ne réfléchissent pas, les croient sur parole. Ils nous rabâchent que la réforme des retraites ne nous concerne pas. Mais c'est faux, puisque nous ferons partie des retraités qui devront se partager les 14% du PIB. Nous, les retraités, sommes pleinement conscients que le projet du gouvernement ne vise ni à réduire les inégalités, ni à garantir le niveau des pensions, ni à renforcer la solidarité entre les actifs et les retraités. Nous sommes conscients, au contraire, que la réforme ne vise qu'à réduire le montant total des retraites afin de respecter les directives européennes et qu'en dépit des affirmations du gouvernement, les retraités actuels et futurs seront concernés par le gel prévisible des pensions, par le report de l'âge des pensions de version à 62 ans et voire plus encore. Nous considérons que les régimes de retraite existants ont fait la preuve de leur solidarité et de leur efficacité en période de crise, et qu'il est de notre devoir de les préserver pour que les générations futures puissent en bénéficier. Comment pourrons-nous accepter que nos enfants se détruisent, comme l'a fait ce jeune étudiant de Lyon, devant cet avenir face à ce mépris? Parce que nous tenons au principe de réduction des inégalités, de garantie du montant de la pension, de solidarité et de justice. Parce que les personnes actuellement en retraite sont directement concernées par la réforme des retraites. Parce que nous revendiquons l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires. Parce que nous revendiquons le maintien et le développement des services de proximité, des services publics de proximité et de pleine compétence. Nous, retraités du groupe des 9 des Bouches-du-Rhône, nous pensons que construire l'unité dans l'action en partant de ce qui unit, gagner la confiance mutuelle et élargir pas à pas une plateforme de revendications et de propositions communes, c'est possible. Et nous sommes tous persuadés et décidés de poursuivre l'action commune aux côtés des actifs dès le 5 décembre pour défendre les intérêts des retraités d'aujourd'hui et de demain. Nous
lâcherons rien. Bonsoir mes camarades. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes contre cette réforme des retraites? Eh bien parce que pour une des premières fois depuis de très nombreuses années, c'est une réforme où tout le monde y perd. Avant, on nous disait toujours, mais si vous prenez une loupe, vous allez voir, il y a des effets positifs. Ou alors, vous pouvez essayer de prendre un microscope. Là, vous pouvez prendre n'importe quel instrument, observez bien, tout le monde perd dans cette réforme de retraite par points. Ça, c'est une certitude. Pourquoi également nous y sommes opposés? Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Le gouvernement dit les caisses sont vides, il faut aller très vite, il faut tout bouleverser. C'est faux. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a encore de l'argent dans toutes les caisses de retraite et qu'il n'y a donc pas d'urgence à absolument tout jeter par-dessus bord. Ensuite, on nous dit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, donc il faudrait que la société s'adapte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'espérance de vie s'améliore, tant mieux. Il y a de plus en plus de grands-pères et d'arrière-grands-pères. Eh bien, tant mieux, c'est une vraie chance pour la société. Et donc, c'est notre société, notre nation qui doit s'adapter et se féliciter de cette amélioration de l'espérance de vie et faire en sorte que tout le monde puisse prendre en charge cette amélioration exceptionnelle de l'espérance de vie. Et au lieu de ça, on nous dit, mais non, c'est pas possible. On va pas continuer à faire de la solidarité, on va bloquer les richesses publiques à 14%. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Le système global des retraites coûte à la nation 14% des richesses. Eh bien, nous disons que ces 14%, il faudrait les passer à 15, 16, 17, 18, c'est-à-dire pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus, il y a un gâteau de plus en plus gros, nous sommes de plus en plus nombreux à y manger dessus, donc la logique, c'est que l'effort de tous doit être plus important, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On appauvrit les retraités, et on fait en sorte que les futurs retraités n'aient quasiment plus rien comme pension. Donc tout cela, évidemment, c'est inacceptable. Et en plus, si on reste toujours sur ces idées, sur cette idée-là de augmenter la durée des cotisations ou diminuer les pensions, les retraites, on va aller comme en Allemagne, c'est-à-dire une retraite à 70 ans, et c'est-à-dire des retraites de misère. Quand vous allez en Allemagne, quand vous allez au Japon, quand vous allez aux États-Unis, qui sont les laveurs de carreaux? Des personnes âgées. 70, 75 ans, des personnes qui là triment toute la journée, alors qu'ils ont déjà trimé pendant 40, 45 ans, 50 ans toute leur vie, ils se retrouvent encore à devoir faire le ménage au McDo, à se retrouver à faire les vitres dans le métro ou à nettoyer par terre. Est-ce que c'est ça la société que nous voulons en France? Est-ce que c'est ce modèle-là qui va s'appliquer? Ce sont ces questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors c'est inacceptable aussi en tant que fonctionnaire. Moi je suis fonctionnaire, je suis fier d'être fonctionnaire, en l'occurrence je suis enseignant. Pour au moins 3 raisons. D'abord, c'est la rupture du statut. Moi, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, on m'a dit, bon, ton salaire, il sera peut-être moins important que si tu étais cadre A dans le privé, mais sois rassuré, à la fin de tes 40, 42 ans de cotisation, tu auras un salaire qui sera maintenu 75% de tes 6 derniers mois. Sois rassuré, certes, ton salaire, il est moins important, mais à la fin, tu auras une pension de retraite qui te permettra de vivre correctement. Ça, c'est la rupture du statut, ça, c'est inacceptable. Ensuite, nous considérons que nous avons un salaire continu en tant que fonctionnaire. C'est ce qui était promis depuis la résistance. Et bien là, on nous dit c'est terminé, ça n'existera plus. Vous avez cotisé pendant 20 ans, 25 ans, ben, maintenant on repart à zéro pour de nouvelles règles qui sont extrêmement floues, la camarade l'a dit tout à l'heure. Troisième raison qui fait que, en tant que fonctionnaire, cette réforme est inacceptable, c'est la perte globale des pensions, qui est absolument invraisemblable. Environ, les calculs que nous avons pu faire, on est entre 25 et 30% de diminution des pensions. Ça veut dire quoi? Déjà que les pensions n'étaient pas fortes, si on diminue de 30% ces pensions, eh bien, les retraités fonctionnaires n'auront que des pensions de misère, et ça, évidemment, c'est inacceptable. Donc, ce que nous défendons, c'est nos statuts et, évidemment, le montant de nos pensions. Alors, on nous disait, oui, l'heure est grave, le rouleau compresseur néolibéral de Macron s'est mis en place depuis de trop nombreux mois maintenant, et le gouvernement fait voler en éclats toutes les solidarités qui existaient. La principale de ces solidarités, c'était évidemment le système
de retraite par répartition, avec ce système par points, c'est chacun pour ses points, chacun, excusez-moi l'expression, chacun pour sa gueule. Ça, c'est évidemment pas possible de l'accepter, c'est notre modèle social, aujourd'hui, qui est en jeu. Alors au début, on nous disait, Macron, c'est un président jeune, c'est un président nouveau, c'est un président pragmatique. Eh ben non. On se rend compte, alors pour ceux qui pouvaient être dupes, alors je suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont été dupés au départ, mais aujourd'hui en tout cas, le masque il est tombé. Nous avons affaire à un président qui est un idéologue. Oui, c'est un idéologue libéral. Et quand on y regarde bien, il est orgueilleux, comme Alain Juppé en 95. Souhaitons qu'il ait le même avenir. Il n'aime pas non plus les fonctionnaires, comme un certain Sarkozy. Souhaitons qu'il ait le même avenir. On croyait qu'il serait un président, ou il se prétendait un président Jupiter. Finalement, nous avons un président Thatcher, comme en Angleterre. Tout à l'heure, je disais que cette réforme des retraites par points ne profitera à personne. Alors si, en fait, ça va profiter aux banquiers. Parce que tout le monde comprend bien que des retraites de misère seront inacceptables pour tous. Et donc, ce qu'en fait ils veulent faire, sans oser le dire, c'est que tout le monde aille vers une retraite par capitalisation, sonne chez son banquier et lui dise « Voilà, j'ai un petit problème, si j'arrive à mettre 50 € de côté, combien je peux arriver à cotiser pour ma propre retraite ?» Parce que je sais très bien que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, la retraite de misère que j'aurai ne suffira pas. C'est ça en fait l'idée. On va pas vous dire on va vous détruire votre retraite, mais on va vous obliger à aller capitaliser, à sonner chez le banquier ou chez le promoteur immobilier pour faire en sorte que de vous rassurer un petit pécule supplémentaire. Et ça, bien évidemment, on est encore dans l'inacceptable parce qu'en plus, on est dans le non-dit. Donc, qu'est-ce que nous voulons? On ne dit pas on rase gratis. Certains nous reprochent de dire oui, mais alors vous, les syndicats de transformation sociale, qui sont tous d'ailleurs autour de la table aujourd'hui, entre parenthèses, pas les autres, mais en tout cas, force est de constater qu'ils n'y sont pas. On ne dit pas on rase gratis. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a d'autres choix qui sont possibles et qu'il y a une autre réforme des retraites qui est possible. Par exemple, tout à l'heure, je disais le PIB, 14% qui est bloqué. Et ça, c'est l'idéologie. Pourquoi 14%? Pourquoi pas 19%? Des économistes très sérieux, et d'ailleurs pas forcément d'extrême gauche, ont dit que si on passait de 14 à 19, on arrivait à maintenir le système de retraite à un haut niveau pour tous, sans aucun problème. Alors 19%, c'est peut-être beaucoup, mais il y a d'autres solutions. On peut aussi faire en sorte d'améliorer la convergence des salaires entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les femmes qui touchent environ 20% de moins que les hommes, d'abord c'est inacceptable, et si en plus on arrivait à l'égalité parfaite, il y aurait des cotisations en plus, et ces cotisations en plus permettraient bien évidemment d'avoir un financement supérieur des retraites. Et bien évidemment le chômage, même chose, même idée, s'il y a moins de chômeurs, il y a plus de cotisants, s'il y a plus de cotisants, le problème du financement, on l'oublie. Donc oui, il y a des solutions, il y a des possibilités. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que nous refusons le nivellement par le bas. Il est hors de question de considérer que ce qui doit se passer aujourd'hui dans notre pays, c'est des retraités avec le minimum vital. Nous avons autour de 800-900 €. Est-ce que vous pensez vraiment que dans 20 ans, 30 ans, avec 900 €, on sera en capacité de se loger, de se nourrir, de faire plaisir à ses petits-enfants, etc. Bien évidemment que non. Donc tout ceci est inacceptable. Alors que faire? Que faire? C'est le livre de quelqu'un, me semble-t-il. Peut-être certains d'entre vous le connaissez. Alors que faire? Pour nous, la réussite de la grève du 5 décembre, c'est une nécessité absolue. Nécessité absolue pour la défense de nos statuts contre ce système de retraite par points et pour développer un autre projet des retraites. Et donc cette journée devra constituer le point de départ d'un grand mouvement d'ensemble pour demander l'abandon de ce projet. Et la FSU propose à tous ses militants, et au-delà, des discussions collectives, parce que ce qui est bien en jeu aujourd'hui, c'est de réussir une grève massive, une grève majoritaire. On entend dire, oui, mais aujourd'hui la grève ça ne sert plus à rien. Beaucoup de nos collègues le disent. Ce n'est pas vrai. Il faut leur répondre que ce qui ne sert plus à rien aujourd'hui, c'est la grève minoritaire. La grève ultra-minoritaire nous sert, même nous dessert. Mais si on arrive à faire une grève majoritaire, et dans la fonction publique, je suis bien placé pour le savoir, ça fait longtemps qu'on n'est pas arrivé à faire une grève majoritaire. Donc si le 5 décembre, tous les services publics s'arrêtent de fonctionner, on arrivera à prouver
que nos services publics sont indispensables et que les fonctionnaires sont déterminés à lutter contre cette réforme. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un travail de conviction auprès de l'opinion publique pour dire que la question de la défense des services publics et de la lutte contre cette réforme des retraites, elle est centrale pour nous. Donc, le 5 décembre, paralysons le pays, agissons pour une autre réforme des retraites, défendons le modèle social, et comme dit la chanson, tous ensemble, on va gagner. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce projet de loi pour les retraites, tel qu'il est défini aujourd'hui par le gouvernement, il est dans la droite ligne des précédentes lois. Rappelez-vous, 1993, 2003, 2007, 2010. Qu'est-ce qu'elles ont engendré, toutes ces lois? Elles ont engendré une baisse des pensions et un allongement de la durée de cotisation. Mais ce projet que le gouvernement veut nous imposer, c'est beaucoup plus que ça. Ce projet, ça a été dit, vise à nous imposer un système de retraite à points. C'est-à-dire la destruction totale de notre modèle social, basé avant tout sur la solidarité. L'objectif essentiel de ce projet de loi, c'est de faire basculer nos retraites, toutes nos retraites, du secteur public, du secteur privé et des régimes spéciaux, vers la capitalisation. Et pour y parvenir, ce gouvernement est prêt à tout. D'abord, il est prêt à annoncer quelques concessions probables pour les régimes spéciaux, précisément, avant de les supprimer définitivement. Mais ce gouvernement, il est surtout prêt à mentir et encore à mentir. Alors, petit florilège rapide des mensonges gouvernementaux, ce sera plus juste, c'est faux. L'établissement d'un âge pivot à 64 ans, qu'il faut encore reculer dans le temps, le calcul de la pension sur la totalité de la carrière, tout ça, ça va entraîner encore une baisse des pensions. Du coup, on comprend mieux la conception de la justice gouvernementale, c'est en gros, tout le monde en prend plein la gueule. Ce sera plus transparent. C'est faux. Ça a été dit par la camarade retraitée. Aujourd'hui, le système, il est certes pas parfait, il doit être amélioré. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à ce système aujourd'hui, c'est qu'il est à prestation définie. C'est-à-dire qu'on sait approximativement qu'est-ce qu'on va à peu près percevoir une fois à la retraite. Demain, avec le système à points, c'est fini. On connaîtra le montant de cotisation, mais pas ce qu'on touchera comme pension. Autre mensonge, ce sera mieux pour les femmes. Vous l'avez entendu ça? Comment, en fait, en adoptant le calcul de la pension sur la carrière, toute la carrière professionnelle, comment cela pourrait-il servir les femmes quand ce sont précisément elles qui ont le plus d'interruptions dans la carrière professionnelle? Ce sont elles qui connaissent le plus la précarité et les salaires de misère. Alors le gouvernement nous parle aussi du bonus de 5%, un bonus de 5% par enfant pour le couple, qui serait censé bénéficier aux femmes. Mais dans la mesure où ces 5% devraient bénéficier à la pension la plus élevée, et compte tenu des disparités salariales hommes-femmes, évidemment ça ne réglera absolument pas le problème. Autre mensonge, la part du PIB pour les retraites ne baissera pas. Ce qui est faux. Elle n'augmentera plus, ça a été dit, en même temps que le nombre de retraités. Alors par exemple, en 1960, le paiement des retraites, ça représentait 5% du PIB. Et aujourd'hui, donc de façon complètement idéologique et très libérale, avec l'injonction de la Commission européenne, c'est fixé à 13,8 ou à 14%. Le Conseil d'orientation des retraites, qui eux non plus n'ont rien de gauchiste, faisait quelques prévisions pour 2050. En 2050, il y aura plus de 26,5% de retraités par rapport aux actifs. C'est normal, ça a été dit, on vieillit un peu plus, en bonne ou en mauvaise santé, et il y a de plus en plus de retraités. Avec les dispositions gouvernementales et le maintien de 13,8% de ce PIB, le taux de remplacement, c'est-à-dire la pension par rapport au salaire, qui serait aujourd'hui de 64,4%, tout régime confondu, public, privé, régimes spéciaux, passerait à 50,9%, c'est-à-dire moins 14 points sur nos retraites.
Enfin, la baisse du PIB, on l'a connue il n'y a pas si longtemps lors de crises économiques et notamment financières. En cas de baisse du PIB, évidemment la part dévolue aux retraites ne baissera pas, mais en volume, effectivement, elle baissera. Ce qui est dans le viseur du gouvernement à travers ce projet, ça a été dit, c'est bien la retraite issue de la sécurité sociale, celle qu'on connaît depuis sa création. Donc, passons d'un système pour le gouvernement qui est redistributif, qui corrige les inégalités, à un système qui sera contributif et donc sur la capitalisation. L'enjeu pour le gouvernement, c'est bien d'ouvrir les retraites aux assurances privées. Et cette ouverture aux assurances privées vers la capitalisation, elle n'est possible qu'à une seule condition, c'est précisément de faire baisser les pensions. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ces derniers temps, on a été quelques-uns à recevoir un mail de notre assureur. Alors pour le coup, c'est même pas la peine d'aller voir le banquier pour lui demander est-ce que je vais pouvoir mettre 10 ou 15 euros par mois. Non, des assureurs privés, ceux qui assurent les domiciles et les voitures, qui ont fait à quelques-uns des petits mails. Alors sur le petit mail, c'était bien marqué pour anticiper et compenser la future baisse des pensions. Et en fait, ils proposent effectivement, dès aujourd'hui, de la capitalisation. Au-delà de la seule question des retraites, la question qui est posée à travers ce projet gouvernemental et l'ensemble de sa politique, c'est la question de la répartition des richesses produites. En clair, c'est la répartition, le partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital. Si on observe cette répartition sur les 30 dernières années, donc entre salaire et cotisation sociale d'un côté, ce qui marque les revenus du travail, et en gros, ce qui est profit et dividende, ce qui marque les revenus du capital de l'autre côté. En 1980, on était à 73,9% pour les revenus du capital. 73,9%. 26,1% pour le capital. En 2008, on est passé à 65% pour les revenus du travail, 34,9% pour les revenus du capital. Avec la crise de 2008, les revenus du capital, notamment les profits, se sont légèrement stabilisés, et on est aujourd'hui en 2018 autour de 60% pour les revenus du travail. Sans rentrer dans un débat mathématique, on se rend bien compte que depuis le début des années 1980, il y a grosso modo une dizaine de pourcents du produit intérieur brut, donc qui mesure la richesse produite, qui se balade, ou plutôt qui s'est baladé, qui est parti des revenus du travail et qui est allé vers le revenu du capital. 10% du PIB, c'est plus de 230 milliards d'euros. Donc c'est pas une paille, quoi. Donc c'est bien cette question du partage des richesses qu'il faut poser, et la répartition qu'il faut changer pour financer les retraites pour toutes et tous. Et de l'argent, il y en a pour faire d'autres choix. Prendre en compte les meilleures années ou la dernière rémunération pour le calcul de la pension. Un départ à 60 ans maximum, en tenant compte des spécificités, des régimes spéciaux et de la pénibilité. 60 ans maximum parce que ça a été dit. Il y a 8 millions de chômeurs qui sont là, qui attendent de bosser. Donc c'est pas possible, ni socialement, ni économiquement, d'envisager de faire travailler les retraités, faire travailler plus longtemps et la retraite, de déplacer l'horizon de la retraite. On a besoin aujourd'hui, non seulement de réduire le temps de travail, mais d'avoir des embauches de chômeurs. Une retraite équivalente à 75% du dernier salaire, ou du calcul des meilleurs salaires sur les meilleures années, et aucune pension qui ne soit inférieure au SMIC. Ces mesures-là, qui sont simples, elles sont possibles avec d'autres choix. Donc quand on en est là, de la démonstration, donc on arrive assez bien à analyser où veut aller le gouvernement, son projet, on arrive assez bien à vouloir nous, où on veut aller, à travers une alternative à ça, à travers un projet qui aille plutôt vers l'égalité et la solidarité. La question qui reste, Pierre-Marie disait que faire, c'est évidemment cette question de se dire comment on fait pour imposer d'autres choix, un autre avenir. Donc ça renvoie effectivement aux modalités d'action et aux modalités de lutte. Donc depuis l'annonce cet été de ce projet de loi sur les retraites, il y a eu effectivement des mobilisations, des manifestations, des grèves sur la question des retraites et aussi sur d'autres sujets. Salaire, protection sociale, conditions de travail, égalité salariale homme-femme, service public, fonction publique. On a vécu notamment un mois de septembre très agité. On avait compté en septembre, et y compris
compris en octobre le nombre de mobilisations, quasiment une tous les 2 jours. Et puis il y a eu donc effectivement ce 13 septembre une grève très importante à la RATP avec plus de 84% de grévistes. Et suite à cette grève très importante, l'intersyndicale RATP a décidé d'appeler à une grève reconductible à côté du 5 décembre. Depuis, cet appel s'est considérablement élargi. La Fédération Sudrail, la Fédération FO Transport, la CGT Cheminots, l'Union syndicale solidaire, l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes, etc., etc. Il faudrait prendre au moins 5 minutes pour énoncer aujourd'hui les structures syndicales et les collectifs qui appellent à cette grève du 5 décembre. Contrairement à ce qui a pu être dit, parce que c'est parti effectivement la RATP et au niveau de la SNCF, ça a été très vite relayé, il ne s'agit absolument pas d'une grève de défense des régimes spéciaux. Ça a été dit, le cœur du sujet, c'est mettre en échec la capitalisation pour continuer d'asseoir l'égalité et la solidarité. L'enjeu du 5 décembre, finalement, j'ai envie de dire, c'est enfin la possibilité de la convergence des luttes. Franchement, combien de tracts, combien de manifestations, combien de grèves, combien de rassemblements, toutes et tous ici dans la salle, on a vécu avec ce mot d'ordre, ce slogan, convergence des luttes, en étant toutes et tous convaincus que c'est par là qu'on peut arriver à gagner. Donc la convergence des luttes, c'est effectivement ce qui est d'actualité le 5 décembre. Sur les questions de retraite, protection sociale, salaire, égalité, services publics, climat aussi, ne l'oublions pas, parce que c'est bien de pouvoir profiter de la retraite, mais dans une planète pourrie, a priori, ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que rien ne pourra être négocié par ce gouvernement. Il agit comme une sorte de super direction ressources humaines, où en fait, ils ont un objectif, et après, derrière, ils adaptent la communication pour y aller. Ils en ont strictement rien à foutre de ce qu'on va pouvoir discuter, argumenter ou opposer. Ce n'est pas possible. Donc l'enjeu de cette grève du 5 décembre, c'est effectivement d'organiser un mouvement de grève et de blocage de l'économie, à travers des assemblées générales de grévistes et de citoyens qui viennent, qui participent, qui s'associent. Il faut rompre avec les successions de grèves de 24 heures et les manifestations aussi massives soient-elles. C'est une demande des salariés aujourd'hui, d'agir autrement pour gagner. C'est une demande des salariés et c'est aussi un des enseignements à travers le mouvement des Gilets jaunes. On ne peut pas discuter avec ce gouvernement. Il faut agir et engager un rapport de force sur la durée. Le 5 décembre, il s'agit donc d'organiser un blocage du pays à travers une mobilisation la plus horizontale, la plus démocratique, parce que c'est ça aussi l'enjeu de la mobilisation qui va se construire le 5 décembre. C'est sur le contenu, sur la dénonciation des objectifs du gouvernement, sur nos alternatives qu'on va porter, on appelle ça plateforme revendicative, on l'appellera exactement comme on veut. Ce dont on a besoin à partir du 5 décembre, c'est d'horizontalité, c'est de démocratie. C'est ça qu'il nous faut pour que ce mouvement aille au bout. Le 5 décembre, en fait, et les jours qui vont suivre, on l'appelle exactement comme on veut. Grève illimitée, grève générale, grève reconductible, soulèvement populaire. L'objectif pour nous toutes et tous doit être le même. C'est d'arrêter enfin la casse sociale et d'imposer notre choix. Alors ensemble, préparons-nous, à partir du 5 décembre et les jours qui suivront, à passer à l'action et à gagner notre avenir pour toutes et tous. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Il y a un an, presque jour pour jour, le 23 novembre, j'assistais à mon premier meeting syndical à Bordeaux. Oui, mon premier. 2 gilets jaunes dans une foule rouge, des réticences des deux côtés à cette époque. Que de chemin parcouru depuis. Ce jour-là, un grand homme a dit « c'est pas la couleur d'un gilet qui va nous diviser ». J'ai vite compris que la convergence serait la seule façon de gagner. Car qui sont les gilets jaunes ? Nous sommes des travailleurs, des retraités, des chômeurs, des syndiqués, des pompiers, des femmes de ménage, des infirmiers, des avocats, des cadres, des étudiants et bien plus encore. Nous sommes le peuple
dans toute sa diversité, qui est sorti un 17 novembre 2018, une goutte de taxe a fait déborder le vase. Le vase où on avait déjà enfoui la pénibilité de notre travail et ce que chacun d'entre nous avait perdu, la dignité. Le système s'est battu pendant des années pour nous diviser. Et oui, quand on regardait la télé, on faisait partie de ceux qui pestaient contre une grève de la SNCF, contre un blocage des raffineries, ou qui avaient conscience de la justesse du combat, mais qui préféraient regarder les autres faire de notre canapé. Au fil des jours et des nuits passées sur nos ronds-points, nous avons pris conscience de l'ampleur de la catastrophe. Et nous avons tissé des liens fraternels dans cette société résignée. 52 semaines, 52 samedis, de gazage, de massacres, de mutilations. Le 3 novembre dernier, à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes, où étaient présentes plus de 200 délégations de Gilets jaunes de toute la France, l'appel à la grève générale et illimitée à partir du 5 décembre a été voté à l'unanimité. Nous souhaitons vivre dignement de nos salaires, avoir des services publics forts, une démocratie représentative de la volonté du peuple, une vraie instruction pour nos enfants dans leur scolarité. Nous ne voulons plus être gouvernés par les lobbies, ni avalés par le CAC 40. Nous voulons une politique juste pour la transition écologique et énergétique de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes là, car tous avons pris conscience que toutes nos revendications, bien au-delà de la retraite, nous pouvons aller les chercher que tous ensemble, avec toutes les forces progressistes, syndicales, écologistes, collectives et associatives. Car voyez-vous, et oui, nous allons l'employer, camarades, que nos revendications ne sont pas si éloignées. Nous les qualifierons de communes et complémentaires. C'est pourquoi nous vous appelons tous à nous rejoindre ce samedi à 14h sur le Vieux-Port. Car oui, ce jour sera le début de combat acharné du peuple de l'Assemblée. Car oui, il est temps de bloquer le pays par la grève générale et illimitée et des actions coup de poing pour aller récupérer ce qu'ils nous ont volé, pour en finir avec le détricotage de nos conquis. Car si en face ils envoient leurs milices pour nous réprimer, pour nous éteindre, c'est qu'on dérange leur projet. Car nous le savons tous, nous avons raison. Mes amis, mes camarades, frères de lutte et d'armes, la victoire c'est tous ensemble que nous irons la chercher. Le capitalisme c'est ensemble qu'on va le bouffer. Merci. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je présente l'UNEF ce soir. Donc, je vais commencer mon intervention par un point sur la précarité étudiante, parce qu'elle est au cœur de l'actualité, malheureusement. Déjà, on fait rendre hommage à l'UNEF Aix-Marseille, aux camarades de Solidaires étudiants à Lyon qui s'est immolé par le feu vendredi. Il a mis en lumière la précarité étudiante, mais la précarité étudiante, elle ne vient pas d'apparaître comme ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la précarité étudiante, c'est une fatalité. La précarité étudiante, ça tue. Et aujourd'hui, il faut lutter contre. Parce que nous, les étudiants, on est attaqués de partout. On a un système de bourse qui est défaillant, qui n'est plus efficace. Aujourd'hui, l'échelon maximal de bourse, c'est 2 fois en dessous, c'est 2 fois moins que le seuil de pauvreté, à savoir 555 €. 555 €, on ne peut pas vivre avec. Aujourd'hui, on a eu aussi le plan Bienvenue en France pour les étudiants étrangers, où les frais d'inscription ont augmenté de manière exponentielle, avec des licences et des masters hors de prix. On a des logements en cité qui sont insuffisants.
On a des logements cités vus qui sont dans des conditions d'insalubrité avancée. Il y a des punaises de lit dans certaines cités à Marseille, il y a des cités où il n'y a pas de chauffage pour l'instant, comme à Lumini par exemple. On est attaqué sur la question des transports, où on nous fait les poches. Par exemple, la carte de nourriture est passée de 15 à 110 €, ce qui est inacceptable, parce qu'on est précaire, on n'a pas d'argent. On est obligé de payer pour faire des trajets entre Aix et Marseille, parce que notre université n'est pas foutue d'organiser correctement ses cours. Par exemple, en psycho, les gens doivent régulièrement faire des allers-retours entre Schumann à Aix et Saint-Charles à Marseille. On a des appels pour baisser de 5 € avec Macron. 5 € c'est pas rien pour un étudiant. 5 € on peut acheter beaucoup de choses comme à manger, comme certains livres, etc. On a des emplois précaires et dangereux pour les étudiants, parce que comme le système de bourse est défaillant, on est obligé de se salarier. Donc c'est des emplois précaires comme Uber, Livréo, où on nous met des faux statuts d'auto-entrepreneur pour justement ne pas avoir de droits de salarié, pour ne pas pouvoir se syndiquer et défendre nos droits. On a aussi le RUA, qui le revenu universel d'activité, qui avance, à pas masquer derrière la réforme des retraites, mais qui arrivera bientôt. Et le RUA, c'est une fusion de toutes les aides sociales, y compris les bourses. Et qui dit une fusion de toutes les aides sociales, y compris les bourses, c'est s'attaquer directement au service public que le Crous, et donc plus de rues, plus de cafétéria pour les étudiants, et ça sera quoi? Des McDo, des Starbucks sur les campus, et encore plus de sociétés qui vont faire les poches aux étudiants. On a aussi un budget de l'ESR, l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a été sabré dans le projet de loi de finances de 20 millions d'euros. C'est inacceptable, surtout quand on voit l'état de certains bâtiments. Le bâtiment 5 à Saint-Charles est dans un état lamentable, et je ne vais pas faire la liste de tous les sites d'expérience à l'université qui sont aussi dans un état avancé de décomposition. Donc là, je vais revenir vite fait sur le projet de réforme en lui-même. Déjà, le nouveau système, il prévoit de prendre en compte l'intégralité des années travaillées, et donc plus les 25 meilleures années dans le secteur privé et les 6 derniers mois dans la fonction publique. Donc c'est les jeunes qui vont être pleinement pénalisés par ce système. Premièrement, la prise en compte de l'entièreté des années travaillées, ça va pénaliser les jeunes salariés, parce que déjà les étudiants salariés, ils sont souvent dans des jobs précaires, mal payés, c'est moins de cotisations pour leur retraite. Par ailleurs, le fait que la spécialisation du monde du travail nous fait qu'augmenter, tu es obligé maintenant de faire des études de plus en plus longues. Aujourd'hui, si tu veux avoir un bon taf, tu es obligé de faire au moins un master. Et qui dit des études longues, ça veut dire plus de temps pour entrer sur le marché du travail. En moyenne, le premier emploi stable pour un jeune, c'est entre 28 et 29 ans. Et je parle même pas du fait que comme on est obligé de se salarier, il y a beaucoup d'étudiants qui ratent des années, qui repiquent, etc. Nous, ce qu'on souhaite également, ce qu'on dénonce aussi dans cette réforme, c'est que comme on est obligé de se spécialiser, il faut qu'on puisse prendre en compte les années d'études dans l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est faux de dire que l'âge pivot va être de 62 ans, c'est complètement caduque. Parce que comme je le disais, puisqu'on va être obligé de faire des études plus longues, on va rentrer sur le marché du travail plus tard, et donc on partira forcément bien après 62 ans. Et c'est pas souhaitable que des gens travaillent au-delà de 62 ans. C'est même pas souhaitable déjà que des gens travaillent au-delà de 60 ans. Donc à l'UNEF, on a plusieurs revendications sur le système des retraites. Premièrement, que soit comptabilisé dans les annuités pour le droit à la retraite, les années d'études, à savoir une année validée, 4 semestres de cotisation pour la retraite. Parce que comme je vais pas refaire l'argumentaire que je viens de faire sur le fait qu'on est obligé de faire de plus en plus de longues études, mais c'est important. Au-delà du fait que ça nous permet aussi de ne pas perdre, entre guillemets, les années passées dans l'enseignement supérieur en termes de cotisation de retraite, ça permet aussi aux personnes qui viennent de la formation continue, à savoir des gens qui ont fait plus d'un an de poste dans leurs études, ou des salariés qui veulent se former, qui veulent prendre une licence, qui veulent passer un master, etc. Ça les encourage à retourner sur les bancs de la fac, parce qu'aujourd'hui, quand tu es en formation continue, il y a beaucoup de gens qui se disent « je prends le risque de partir plus tard à la retraite parce que j'arrête de travailler pour reprendre des études ». Et ça, c'est pas normal. Donc voilà, d'où la revendication de prendre en compte les années d'études dans le calcul de la cotisation. Par ailleurs, on peut aussi revenir sur la question de l'apprentissage. Aujourd'hui, quand on est en apprentissage, c'est des rémunérations qui sont très basses et qui permettent souvent pas de cotiser pour valider 4 trimestres de cotisation en une année. Donc nous, on revendique le fait que le système de retraite puisse prendre en charge dans son calcul la situation particulière des étudiants apprentis. Il y a aussi la question des stages, où lorsqu'on fait plus de 2 mois de stage, on peut cotiser pour la retraite. Malheureusement, c'est encore une fois, c'est des rémunérations qui sont très faibles, donc des cotisations faibles, etc. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte dans le système de retraite les périodes d'inactivité forcée, qui sont nombreuses chez les jeunes, que ce soit les personnes qui étudient ou non,
Parce que quand on cherche un emploi, souvent, on va nous rétorquer le fait que vous êtes trop diplômé, alors que derrière, on nous demande d'avoir des diplômes. On va nous rétorquer le fait qu'on n'a pas d'expérience, et donc on va chercher, et on va se retrouver soit sans emploi très longtemps, soit avec des emplois précaires où on ne pourra pas cotiser suffisamment. Par ailleurs, l'UNEF revendique également l'abaissement de l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Parce que, comme je le disais, c'est pas souhaitable qu'on fasse travailler des gens au-delà de 60 ans. On va pas demander à nos aînés de se casser le dos jusqu'à 70 ans ou plus, d'une part. D'autre part, baisser l'âge légal de départ à la retraite, c'est aussi lutter contre le chômage de masse qui touche les jeunes. Parce que s'il y a des gens qui travaillent jusqu'à l'âge avancé, c'est des places qui sont prises pour les jeunes. Donc il faut trouver un système où c'est équitable en termes de fatigue du travailleur, qu'on ne se casse pas le dos et que derrière les jeunes aussi puissent gagner en cours. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération le salarié étudiant, comme je le disais, qui joue sur nos études, parce que ça vient, lorsqu'on fait 25 heures de taf par semaine, c'est forcément des moments où on va rater des TD, on va rater des CM, on va rater des partiels, on va pas pouvoir réviser. Donc ça à prendre en considération. Nous, à l'UNEF, déjà on est contre le principe de salariat, tout pour, parce que c'est faire les poches aux salariés, aux travailleurs, le système de salariat, alors que le système de la fonction publique, on est rémunéré en fonction de son grade et pas de son poste, nous paraît en tout cas plus juste. Enfin, on ne veut surtout pas d'une harmonisation vers le bas de nos droits à la retraite. C'est pour ça que l'UNEF est catégoriquement opposé à cette réforme des retraites et qu'il n'y a rien à négocier. Pour conclure, on est attaqué de partout, comme vous l'avez remarqué, que ça soit sur l'enseignement supérieur directement, les retraites, les travailleurs, la fonction publique qui est démantelée. Donc il faut une convergence des luttes, qu'elle soit nationale ou internationale, également parce qu'il y a des sujets de lutte, que ce soit en Algérie, au Chili, à Hong Kong, etc. Il faut qu'il y ait une internationale sur les luttes. Donc nous, l'UNEF, on appelle à la grève générale le 5 décembre pour bloquer l'économie face aux libéraux qui dirigent ce gouvernement, parce que c'est les grands patrons qui dirigent le gouvernement, là actuellement, et tu casses du sucre non-stop sur le dos en disant qu'on est des feignants, nous retirant des droits. Et enfin, il faut surtout qu'on soit capable de travailler tous ensemble, indépendamment des étiquettes, que ce soit des partis, des syndicats, des associations, des personnes qui sont encartées nulle part, parce que là, on est attaqué sur la réforme des retraites, et si on lâche sur la réforme des retraites, c'est porte ouverte pour tout le reste. Merci. Bonsoir camarades, du coup j'interviens pour la fédération syndicale étudiante. J'espère ne pas faire de redite, mais le constat est globalement le même. Je me suis amusée à calculer un petit peu combien coûte la vie d'un étudiant sur Aix-Marseille. Donc il y a 4 grands domaines de dépenses pour un étudiant. Les frais d'inscription avant tout. Pour un étudiant du coup, qui est français, il a la chance de payer que 449,10 € par an. Pour tout ce qui est du transport, alors juste sur Marseille, on est à 220 € par an. Pour la cité universitaire, on est aux alentours de 255 € pour un 10 mètres carrés, donc 9 mètres carrés habitables et une douche. Sans autre moyen de pouvoir vivre ailleurs. Ça, c'est le plus petit logement. Et pour la restauration, du coup, si on va au restaurant universitaire, on est à 6 € par jour, 6,60 € pour le repas, midi et soir, et un petit déjeuner aussi à 1,90 €. Alors, en faisant le calcul de tout ça, par mois, ça revient à peu près à 570 €. 570 €, c'est moins que le 7e échelon de bourse. Le 7e échelon de bourse, donc c'est l'échelon le plus haut que l'on peut atteindre et qui est aussi le moins donné puisqu'il demande à ce que les parents aient des conditions très défavorables, à un revenu qui soit très très bas. Donc très peu d'étudiants ont droit à cet échelon, malheureusement. Donc on peut, avec ce constat-là, comprendre très simplement en tant qu'étudiant le geste du camarade de Lyon. Mardi soir, il y avait un rassemblement par rapport à ça. Cet acte était politique. Nous comptons absolument à ce qu'il y ait une mobilisation qui s'en suive, puisque c'est ce qu'il aurait voulu. Et donc par rapport à ça, on essaye de mettre en place tous les jours avec le syndicat des petites actions sur les facs pour essayer d'aider les étudiants qui sont le plus dans la galère. Donc sur l'UNI, ça fait 2 semaines qu'il y a des distributions de vêtements et de nourriture qui sont faites.
On n'a pas l'aval de l'administration d'Aix-Marseille Université aujourd'hui pour faire ça, puisque Yvon Berland, le président, refuse que la banque alimentaire, que le secours populaire vienne distribuer des repas gratuitement sur les facs. Je trouve que c'est miséreux. Voilà. Donc, on essaye de faire face à ça. Comme le disait Lies, en effet, ça fait aussi depuis le retour des vacances que les étudiants de l'UMINI n'ont pas d'eau chaude dans leur CTU, sachant qu'ils payent un loyer. Le chauffage n'a toujours pas été déclenché. On est aux alentours de 10-8 degrés dans les chambres, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc face à ça, en fait, le syndicat il essaye de se mobiliser. Les étudiants eux-mêmes commencent à se mobiliser. On commence déjà à parler d'assemblée générale spontanée dans les bâtiments de résidence, de grève de loyer, de réunions entre les groupes de promo pour en parler, pour venir aider à la friperie ou à la distribution de nourriture. Donc tout ça s'organise sur les facs. Nous, ce qu'on revendique un peu plus largement au niveau du syndicat, c'est avant tout créer des logements. Il n'y en a pas assez. 6% des étudiants seulement logés en résidence universitaire, c'est fantastique. Des logements qui soient salubres, qui soient un peu plus grands que 10 mètres carrés, puisque 10 mètres carrés, c'est une cellule de prison. Et aussi les geler, ces loyers, puisque en fait, on a un phénomène qui consiste à ce qu'à chaque fois qu'il y a une rénovation de bâtiment, oui, ça marche. Le loyer augmente en fait. Et on a beau lutter contre ça depuis des années, on peut rien faire en fait. C'est dans les clauses, et donc c'est comme ça. La deuxième revendication qu'on a, c'est le gel du tarif de restauration universitaire. Chaque année en fait, il prend 5 centimes. Donc on avait réussi à avoir un gel, ça recommence à augmenter petit à petit. Pourquoi pas redistribuer des invendus? En fait, le restaurant universitaire, tous les jours, il jette des dizaines et des dizaines de sandwichs, de plats qui sont encore comestibles. Réorganiser les restaurants universitaires. Tout le monde ne peut pas y aller puisque tout simplement il y a une queue monstrueuse et qu'on est en train de les casser petit à petit pour prouver que non, regardez, ça ne marche pas ces trucs-là. Et donc on met des cafettes, on met des food trucks et les étudiants, c'est pas grave s'ils mangent froid et s'ils mangent de la malbouffe tous les jours. Faciliter également les procédures pour les étudiants salariés. Alors bien sûr qu'il faut limiter et voire même supprimer complètement le salariat étudiant, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc force est de constater qu'à l'heure actuelle, la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est faire en sorte qu'ils n'aient pas des milliards de papiers à remplir quand ils travaillent. Et enfin, du coup, la revendication qu'on porte, quelles que soient les organisations syndicales au niveau étudiant, c'est la suppression de toutes les formes de sélection qu'il peut y avoir à l'entrée de l'université et en interne, parce que le dégoût, au bout de 3 jours de cours, où on vous dit « Ah, vous n'êtes pas très bon en maths, il faudrait quand même aller voir ailleurs », ça on l'a tous les jours. Voilà. Et enfin, les frais d'inscription pour les étudiants français, mais également pour les étudiants internationaux qui payent des milliers d'euros pour pouvoir étudier. Donc tout ça, en fait, c'est en train de monter chez les étudiants, la colère, elle est en train de s'organiser. Et nous, en tout cas, on compte s'organiser. Donc mardi soir, on a eu un petit aperçu. On s'est dit que le 3 décembre, on ferait une assemblée générale ici même avec les étudiants pour mobiliser sur ces questions-là. Et pour préparer la grève du 5, en fait, et créer une convergence des luttes et une unité dans l'action avec les travailleurs, parce que bien sûr, rien ne se fera sans nous. Donc voilà, on est tout disposés à travailler ensemble et à faire en sorte qu'il y ait une vraie lutte qui se mène sur les facs et dans le milieu professionnel. Je vous remercie. Mes chers élèves, je m'appelle Elodie, c'est la dernière fois de ma vie que j'aurai l'occasion. Bonsoir à toutes et toutes et félicitations pour avoir des éléments ici ce soir. Parce qu'on n'est pas trop chanceux du vidéo, mais parce que la participation demande quand même le niveau de mobilisation de prise de conscience dans le département et dans le pays commence à être plus qu'intéressant et conséquent. C'est
c'est un encouragement pour nous tous ici et dans la salle. C'est sûr, vous ne voulez pas que je le vois du coup. Ça commence vite, moi. Bien, allez, je me mets sérieux. Camarades, chacun d'entre nous ici le sait, l'heure de la bataille est proche. Elle a d'ailleurs beaucoup déjà commencé, tant les coups portés par le gouvernement et le patronat sont nombreux et au final n'épargnent personne. Rien qu'aujourd'hui, 4 mobilisations ont eu lieu sur Marseille. Il y a des finances publiques, à la PHM, chez les retraités et les camarades de la centrale de Gardanne, qui, vous le savez, est voué à la fermeture, selon les velléités de Macron, d'arrêter la production d'énergie au charbon. Et c'est monsieur, je crois qu'il va arriver à fermer la centrale de Gardanne. Et je le dis là, c'est en exclusivité, je vous le dis, il ne va pas y arriver. La CGT, les travailleurs et dans l'unité syndicale, on fera que la centrale va vivre. Comme on va gagner là, on va gagner sur le reste. Là, je le dis exactement. De mort sur nos industries. Ils n'ont pas fait assez de mal comme ça. Donc toutes ces luttes ont en commun d'être en résistance aux mauvais coups du gouvernement et du patronat. Elles ont pour objectif la défense de nos services publics, de l'emploi, de nos capacités industrielles et de nos droits de vivre, travailler et vieillir dignement. Et elles sont nombreuses partout dans le pays, dans tous les secteurs d'activité. Il nous faut donc les développer, les conforter et œuvrer à leur unification, car bien au-delà d'intérêts particuliers, c'est avant tout l'intérêt général qu'elle sert. Honneur donc, camarades, à ceux qui résistent aujourd'hui, car ils sont la base sur laquelle se construit l'unité d'action des travailleurs et de leur organisation, qui conduira le gouvernement à retirer son projet de réforme de retraite par points. Car oui, camarades, tous ensemble, unis et déterminés, nous allons gagner. Nous n'avons d'ailleurs pas le choix. Car nous sommes face à un projet de réforme qui n'épargnera aucun travailleur et condamnera aucun travailleur et aucune travailleuse, camarades. Faites comme si je le dis à chaque fois. Et condamnera les générations futures à mourir au travail en récompense d'une vie de précarité. Et ça, il nous faut l'avoir bien en tête. Nous ne sommes pas en train de vivre une énième réforme visant uniquement à retarder l'âge de départ ou à baisser le niveau des pensions, bien que cela soit dans leur objectif, au travers des mécanismes de constitution des droits à la retraite, qu'ils Il en passe au livre. Il en passe au livre. Ça va être plus compliqué d'accéder à la retraite, comment vous êtes. Et si on prenait en compte la totalité de la carrière, cela entraînerait inexorablement une baisse des pensions. En supprimant les trimestres supplémentaires par enfant, les femmes seront encore plus durement frappées, elles qui occupent 80% des temps partiels. En fixant un âge pivot à 64 ans avec des cotes, on partira généralement plus tard qu'aujourd'hui. En soumettant le niveau du point, la valeur du point, aux aléas économiques et démographiques, ils rendent la retraite inatteignable. Les camarades, leur objectif va bien au-delà. Il s'agit pour eux de figer un montant précis du PIB, apparemment estimé à 14%, qui sera peut-être fluctuant, les dépenses liées aux retraites, pour très rapidement offrir cette manne financière aux fonds de pension privés et en finir ainsi avec toute idée de solidarité intergénérationnelle, avec toute possibilité de réaccaparation des richesses que nous créons pour les mettre au service de l'intérêt général. Pour en finir avec notre modèle social et tuer définitivement une des plus belles créations ouvrières, la sécurité sociale et ses fondamentaux visant à protéger tout individu des aléas de la vie et ceux de la naissance à la mort. Pour eux, seul le profit compte et rien ne doit l'entraver. Ils sont prêts pour cela à nous renvoyer la situation d'avant la dernière guerre mondiale. Et c'est logique, ils les appliquent partout, pour tout, dans tous les secteurs. Il faut les arrêter. La France a les moyens de garantir pour tous une vie digne
où chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et c'est donc par la lutte dans l'unité que nous devons aller chercher ces moyens. Ils sont là, à portée de grève. Nous savons que l'argent existe, car c'est nous qui créons les richesses. Camarades, le CICE, c'est 35 milliards. Ils servent aujourd'hui soit à garantir les dividendes des actionnaires, soit à financer l'automatisation dans certains secteurs, et dans tous les cas, à rétribuer les grands groupes pour les licenciements qu'ils opèrent dans leur secteur. Les exonérations de cotisations sociales et patronales, c'est 25 milliards. Les cadeaux couvents accordés au grand patronat, 90 milliards. L'évasion fiscale, quasiment notable. Il n'y aurait donc pas l'argent pour financer la retraite à 60 ans et 55 ans pour les métiers pénibles. Il n'y aurait pas l'argent pour financer nos services publics. Il n'y aurait pas l'argent pour baisser le temps de travail à 32 heures et créer des millions d'emplois. Il n'y aurait pas l'argent pour garantir les droits élémentaires de chacun dans le pays, qui a les grands patrons les mieux payés du monde, et le record de dividendes versés aux actionnaires en Europe, alors que plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté de 3 millions d'enfants. Avec tout ça, nous serions condamnés au recul social et à l'austérité généralisée. Eh bien, jamais, camarades. Laissons la résignation aux résignés et organisons la riposte globale du monde du travail et de la jeunesse pour imposer le progrès social. Nous pouvons et nous devons y arriver. Pour cela, chacun doit assumer ses responsabilités et ses positions. Si nous n'excluons personne, nous considérons que des organisations syndicales qui affichent une certaine neutralité, voire un soutien clair au gouvernement nuisent aux intérêts du monde du travail, ils auront un temps voulu à répondre de leurs actes devant les travailleurs. Nous irons donc au combat avec ceux qui le veulent. Et ils sont nombreux ici ce soir. D'ailleurs, c'est vrai que d'autres ne sont pas venus. D'autres nous rejoindront d'ici le 5 décembre. La semaine prochaine d'ailleurs, nous serons réunis à l'intersyndicale au siège de Force ouvrière pour préparer le 5 et faire le point sur les suites à envisager, car nous le savons, il faudra des suites. De sorte à installer le mouvement dans la durée jusqu'au blocage de l'économie et jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Dans cet objectif, et parce qu'il s'agit d'organiser la riposte sur tous les fronts, la CGT des Bouches-du-Rhône a proposé à l'ensemble des forces progressistes, syndicales, associatives et politiques du département une réunion qui se tiendra le 19 novembre prochain, afin de décider ensemble d'un appel à la mobilisation le 7 décembre prochain, dans le cadre de la journée nationale d'action des privés d'emploi et précaires, contre la réforme de l'assurance chômage, qui durcit encore les conditions d'accès à l'indemnisation et sa durée pour des millions de chômeurs, fragilisant encore et toujours celles et ceux que le gouvernement et patronat mettent déjà en grande difficulté. Cette journée portera aussi l'exigence de reconquête d'une sécurité sociale digne de ce nom et des moyens pour la faire vivre. Si nous proposons cet élargissement, c'est parce que nous considérons que ces sujets, comme les retraites, relèvent de choix de société et qu'à ce titre, cela confère à l'ensemble des composantes du camp progressiste la responsabilité de contribuer, chacun et ensemble, à l'élévation du mouvement social. Et c'est bien entendu parce que nous considérons que face au camp réactionnaire qui, lui, est uni en toutes circonstances pour nous imposer ses mauvais coups, que seule l'unité des travailleurs et de leur organisation fera plier le gouvernement. Puisque je suis dans les dates, camarades, Samia l'a évoqué, samedi sera l'anniversaire des 1 an du mouvement des Gilets jaunes. Comme depuis le 1er décembre de l'année dernière, camarades, la CGT 13 y sera. Je ne vais pas m'étendre sur les analyses qu'on a pu tirer les uns et les autres, la forme du mouvement, les revendications de départ. Il y a quelques enseignements quand même à retenir, camarades. Dès lors qu'on s'exerce un peu à la contestation, on verse rapidement, quand on le fait honnêtement, dans la lutte des classes. Les Gilets jaunes, à leur manière, camarades de PNA. Et ce serait une grave erreur de considérer qu'on construit un mouvement comme on entend construire à partir du 5 décembre
en pensant que certains, parce qu'ils n'auraient pas la bonne forme d'organisation, ou en tout cas celle qu'on considère comme conventionnelle historique, on n'aurait rien à voir avec eux. On arrive à faire une équipe musicale. Nous préférons lutter aux côtés de ceux de notre classe qui se mobilisent, même si on n'est pas d'accord sur tout, plutôt que d'avoir à affronter seul un même ennemi avec qui nous ne partageons rien du tout. Donc nous appelons l'ensemble de nos organisations, de nos militantes et militants à être présents et présentes samedi. Camarades, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, on va leur mettre le feu. C'est déjà parti. À samedi. Pas forcément besoin de chercher à étayer mon propos, l'heure est à l'unité. Il faut qu'on mesure tous la portée de l'appel de l'Assemblée des Assemblées de Montpellier et les perspectives que l'on nous ouvre pour élargir encore plus le champ et les rangs de ceux qui vont aller au combat. C'est, je pense, un signe de grande intelligence et de grande maturité que de faire, dans un moment comme celui dans lequel on se trouve, ce genre de choix, sachant que c'est des débats, c'est aussi des contradictions, il n'y a pas uniformité de l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, choisir l'unité, choisir de rejoindre les organisations ouvrières. C'est la classe. Je le dis, c'est la classe. Je le dis, c'est la classe. Et dans un moment comme ça, où les travailleurs s'unissent pour le progrès social, quelle que soit encore une fois la couleur de leur gilet, c'est vrai que c'est vraiment une grande tournée, celui qui a dit ça. Il n'y a pas de choix qu'à mieux. Il nous faut être à la hauteur tous et tout faire pour porter ce processus. La CGT y travaille et les choses commencent à prendre forme plutôt sérieusement. Le comité confédéral national des 5 et 6 novembre appelle clairement, dès le 5 décembre, à entrer dans l'action, à être en grève, et partout, dans toutes les organisations, toutes les entreprises, les services, les collectivités, à construire les suites. Ça donne aujourd'hui, camarades, des appels de l'ensemble des fédérations professionnelles de la CGT et de l'ensemble des unions départementales de la CGT. Donc, je ne dis pas que c'est jamais arrivé, parce que si c'était jamais arrivé, il n'y aurait plus de CGT à l'heure où je vous parle, mais il y a très longtemps qu'on n'a pas eu de CGT dans cette dynamique. Je m'excuse de prendre un moment pour faire un peu de... Mais mesurons que les choses sont vraiment bien engagées. Et pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, on est à 3 semaines du 5 décembre. À ce jour, nous avons 200 appels à l'arrêt de travail. Donc 60 qui appellent déjà à la reconductible ou à la construction du mouvement dans la durée. Là aussi, camarades, on est dans des proportions où à 3 semaines de première journée d'action, il y a très longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Il faut vraiment qu'on le mesure parce que je le disais tout à l'heure, là pour le coup on peut être binaire concernant la réforme de notre État. C'est soit on gagne, soit on perd. Et si on perd parce qu'en face ils sont trop forts, c'est une chose. Si on perd parce qu'on a décidé de ne pas mener le combat, on est nous aussi là dans la trahison passive. Personne n'est là ici pour ça. Et notre objectif, qu'on se le dise, c'est la gagne. Avec une revendication qui nous est commune partout, à tous. C'est la mise au placard, le retrait, l'abandon du projet de réforme porté par le droit. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas la première fois qu'on a l'occasion de parler de ça, mais
Le 5, c'est pas je fais le 5, grève reconductible, ou rien. Oui, nous aussi, nous visons des grèves majoritaires. Nous visons le mouvement de masse. Parce qu'il faut qu'ils perdent de l'argent. Il faut qu'ils perdent de l'argent en masse. Et pour ça, on a besoin de s'organiser. Peut-être qu'on est arrivé à la période où il est temps de leur faire payer leur politique d'austérité qui mène depuis des années, leur politique de bas salaire, de casse de l'emploi, de rationalisation, de flux tendus, de mise en tension permanente. C'est peut-être le moment de leur faire payer ça dans les entreprises et dans les collectivités. Tout le système est déréglé. On est en capacité, c'est là où on doit faire appel à l'intelligence collective, l'intelligence du travail. On est en capacité partout, qu'on ait un métier ou qu'on soit d'une profession qui paraisse plus impactante, plus noble sur l'activité économique. Partout où on est, il faut qu'on réfléchisse à comment on grippe la machine. Qu'on la grippe jusqu'à ce qu'elle s'arrête. C'est eux qui nous ont mis en tension partout au niveau de l'emploi. C'est eux qui ont choisi ça. C'est le moment de leur faire payer. Pour une fois qu'on peut retourner leur argent. Celles qu'ils utilisent depuis des décennies contre eux, faisons-le, camarades, il ne faut pas se gêner. On n'est pas là à faire du puritanisme, de gréviculteur, la reconductible, Si c'est faire reconductible pour partir le 5, faire le 6 et le 7, on se dit on n'est plus assez. Alors on regarde partout, camarades. Bien entendu, que le message soit clair de la part de l'UDCJT de Bougeron. Partout on peut arrêter les 24 heures, il faut le faire. Ça accélérera le processus. Là où on n'est pas en capacité, on interroge chacun sur ses responsabilités et le niveau d'engagement qu'il est prêt à faire. Bien entendu, on fait le travail partout, d'information, de formation, parce qu'on n'envoie pas quelqu'un au combat, ça veut dire pourquoi il y va, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on va chercher. Tout ça, c'est le travail de l'ensemble de nos organisations, de l'ensemble de nos militants, et pas que ceux de la CGT. Il y a ici un ensemble d'organisations, de mouvements, on fait à peu près tous le même boulot, avec le même objectif. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a donné l'ensemble des éléments, que chacun réfléchisse comment il impacte son activité. Ensuite, après, il reviendra aux organisations d'organiser, de mettre en cohérence. On sait le faire, ça. On sait le faire. Qui connaît mieux le fonctionnement de son service que ceux qui font tourner le service? Qui connaît mieux le fonctionnement de son usine que ceux qui font tourner l'usine? Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h ou d'avoir passé 12 ans ici pour être efficient à ce niveau-là. J'ai rien contre ceux qui passent 12 ans en fac, il faut qu'eux aussi, ils commencent à réfléchir comment ils bloquent leur bloc opératoire, la NASA, tout ça. Pas de problème avec ça. Mais on est vraiment là-dessus parce que c'est comme ça qu'on gagnera à la fois un mouvement de masse, une prise de conscience majoritaire et un blocage rapide de leur système et de leur économie capitaliste. C'est la condition pour gagner. Ni grève par délégation, ni je ne sais pas quelle invention, non, tout le monde a sa part à prendre, tout le monde. On a discuté toute la semaine avec les camarades de la territoriale pour voir comment prouver, avec souvent des personnels qui sont soit en précarité, soit soumis à des salaires très bas, comment prouver les impliquer. Et quand on regarde bien, 1h30 de crèche dans 1h30 de grève dans un accueil de crèche, 1h30 de grève dans une cantine. À quel moment on ne participe pas au blocage de l'économie quand on fait ça? Il va bien falloir que quelqu'un les garde, ces enfants. C'est bien des parents qui, normalement, devraient être à leur poste de travail pour participer à l'effort de guerre économique voulu par le capital. Et bien là, ils ne pourront pas y aller. Donc non seulement ils se sont investis dans le combat, mais en plus ils ont participé en étant fonctionnaires au blocage de l'économie. Donc si c'est possible chez les fonctionnaires, il n'y a pas d'endroit dans le privé où ça n'est pas. Après que ce soit pas simple, on est d'accord. Les syndicats ils sont là pour aider, les militants adhérents sont là pour aider, les unions locales sont là pour aider. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de la CGT, allez voir les camarades qui sont à côté de moi. On a de quoi faire, Voilà. Je sais que je suis un peu long, mais mesurons bien ce qu'on est en train de jouer. Non seulement on peut gagner, on peut imposer à ce gouvernement son premier vrai recul sur une réforme sociétale, et avec les arguments que nous manions les uns et les autres. Parce que quand on dit on ne veut pas d'un système par point, on veut conforter, pérenniser notre système par répartition. De quoi on parle? Non seulement du droit de vivre dignement, sa retraite, des fruits de son travail, tout ce qu'on veut.
parle du contrôle de répartition de richesse, camarades. Ça passe par quoi? L'augmentation des salaires, les créations d'emplois, la réduction du temps de travail. Qui se débrouille avec ça dans les entreprises pour y répondre, patronat et gouvernement? Qui se débrouille avec ça? Il faut leur mettre partout. Comme disent les jeunes, le spell. Et de manière organisée. De manière organisée. On sait ce qu'on veut, on sait que les moyens existent. Nous sommes le nombre, on a la volonté, camarades. Il y a une chose qui est claire. Ils vont vouloir faire peur, ils vont vouloir diviser. Non, c'est pas la grève le 5 décembre, c'est pas la grève pour sauver le régime spécial des cheminots. C'est pas la grève pour sauver le régime spécial de je sais pas qui. Non, c'est la grève tous ensemble pour mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement, lui faire retirer sa réforme et lui imposer de discuter de mesures de progrès social. Camarades, je m'en arrêterai vraiment là. Ça a été évoqué tout à l'heure. Un jeune de 22 ans, pour plus subir ce que le capital nous fait subir, a décidé de se mettre le feu, camarades. Et on nous parle du plan B. Le plan B, le plan A, il nous ruine à tous. Et le plan B, on choisit nous, là, de sacrifier nos enfants, nos petits-enfants. Nos grands-parents à nous ont laissé quoi? Ils nous ont laissé la sécu. Ils nous ont laissé la solidarité ouvrière. Ah, la morflée, bien sûr qu'on a pris des coups partout. Et on viendrait à nous dire, ok, tu veux sacrifier ton fils ou ton petit-fils? Le fils de ton voisin ou son petit-fils? Et nos petites filles aussi, hein? Voilà, on donne de quoi? Rien que pour ça, ça vaut pour que les générations qui sont à l'âge d'être parents et grands-parents, ils donnent jusqu'à la dernière goutte de sang pour les arrêter. On doit à la jeunesse un avenir meilleur. Il y a les moyens de le faire. Merci camarades, ayons confiance en nous, on va y arriver, on va les ruiner, il faut être organisé, on va les ruiner. Merci et à bientôt.